Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Monsieur Dumont, bonjour. Moi, je pensais que le discours du roi, le roi Charles III lui-même, qui parle au Canada, fait le discours du trône, je pensais de voir un Donald Trump assommé, humilié, mais non, il a rétorqué hier soir, là. Oui, par la bouche de ces Golden Missiles, peut-être, en vue de nous voir participer au financement du Golden Dome. Chose certaine, le Golden King, Charles III, n'a pas été cette arme de dissuasion massive qui a permis de faire taire le Golden Trump. Excuse-moi, l'assaisonnement. Alors, ce matin, mais c'était prévisible, je veux dire, qu'avec tout ce qui circulait, qu'on faisait ça pour écœurer Trump, c'était prévisible que ce soir-là, il allait répondre. Là, je veux dire, quand on connaît un peu sa personnalité. Alors, effectivement, une occasion à saisir car nous pourrions économiser 61 milliards de dollars si seulement on acceptait de devenir le 51e État parce que c'est le prix de la participation à ce Golden Dome fixé par le président Donald Trump pour le Canada, 61 milliards de dollars. Ça serait le tiers du prix annoncé par Donald Trump parce qu'il dit que son Golden Dome va coûter 175 milliards. Le Congressional Budget Office parle davantage de 500 à 550 milliards et plusieurs spécialistes des questions militaires sérieux disent que ça serait 1000 milliards de dollars pour essayer d'étanchéiser le continent américain, le rendre invulnérable à une attaque de missiles venue de l'extérieur, ce qui est, je peux pas dire que c'est loufoque, peut-être que la science, la technologie le permettront dans quelques années, mais pour l'instant, et on voit ce qui se passe en Israël, cette idée de rendre le territoire étanche, et s'il est étanche à 90% et qu'il y avait vraiment une guerre nucléaire, ça prend pas tant d'armes atomiques pour faire des dégâts désastreux sur un territoire, que ce soit les États-Unis ou le Canada, mais c'est le projet de Donald Trump. Il dit maintenant, il y a un prix pour les Canadiens. Au moment où de plus en plus, on est en train de voir le gouvernement canadien se positionner sur des enjeux essentiels, entre autres l'achat d'équipements militaires, parce qu'on va vouloir faire notre part. Et qu'est-ce qu'a fait Mark Carney hier, pas très longtemps après avoir assisté au discours du trône? Il a donné une entrevue à la CBC, la Canadian Broadcasting Corporation, où il confirme qu'on réfléchit très activement à ces questions de défense. Il a pris acte qu'on avait une proposition sur le Golden Dome. Alors, ma théorie, puis je reviendrai à ce que M. Carney disait hier à la CBC, c'est que la marge du Canada, si on veut se ménager de bonnes relations commerciales avec les États-Unis, la marge du Canada pour se désolidariser du pacte d'achat parce qu'on achète essentiellement de la quincaillerie militaire américaine. Cette marge-là me semble pas très grande. Si on veut huiler les négociations, il va falloir à quelque part dire aux Américains, on est avec vous. Or, qu'est-ce que faisait hier M. Carney? Il disait, et il n'y a pas tort, 75 cents de chaque dollar qu'on investit en défense va aux Américains. Il dit, it's not very smart. C'est vrai que c'est pas very smart et c'est d'ailleurs exactement les mêmes proportions de nos exportations dépendantes des Américains. C'est 75% de nos exportations et ça non plus, c'est pas very smart, sinon qu'on est dans une économie nord-américaine très intégrée. Il y a des rendez-vous à l'horizon à la fin du mois de juin en Europe, juste avant une réunion de l'OTAN. L'Union européenne et le Canada se rencontrent et le Canada aimerait bien participer à l'effort de réarmement européen, Rearm Europe, qui pour l'instant est fermé aux membres de l'Union européenne. Même les Anglais cognent à la porte en disant « Oui, le Brexit, mais on vous aime quand même, on aimerait ça faire notre part, on aimerait être capable de participer du party puis de vous vendre des armements. » Les Européens font très attention, particulièrement avec l'Angleterre. Est-ce que le Canada aurait un statut différent et particulier où on pourrait faire valoir notre industrie d'armement, parce qu'on en fait de ces affaires-là, en disant est-ce qu'on peut devenir un pusher? Est-ce qu'on pourrait passer devant l'Angleterre? C'est-à-dire que l'Europe ne ferait pas affaire avec l'île qui est à quelques kilomètres des côtes, mais ferait affaire avec un pays à 6000 kilomètres? Il faut voir qu'il y a eu des grosses mamours la semaine dernière entre l'Europe et l'Angleterre. M. Starmer qui aimerait rabibocher un peu la relation qui a été mise à mal par le Brexit. Mais les Européens l'ont encore dans le travers de la gorge. Puis ils n'ont pas d'affection particulière et ils sentent qu'en ce moment, ils ont le gros bout du bâton quand vient le temps de négocier avec les Anglais. Est-ce qu'on pourrait faire une place
particulière pour le Canada. Le seul véritable enjeu, Mario, si j'en parle ce matin, c'est est-ce que nous, on pourrait faire le choix, par exemple, d'acheter des sous-marins français plutôt que de la technologie américaine? Est-ce qu'on pourrait acheter des avions de combat français, des Rafales, plutôt que les fameux F-35 sur lesquels on s'est engagé, sans que ça ait d'impact sur nos négociations commerciales? Moi, j'en doute profondément. Bon. Ceci dit, pour le 61 milliards, là, que la facture que Trump pense que le Canada devrait payer sur son dôme doré, il n'a pas donné trop de détails de la... Il n'a pas donné trop de détails de la facture. Là. Il a lancé, je sais pourquoi le Canada paierait 61 plutôt que 53 ou c'est pas clair. C'est certainement arbitraire. Sinon, que je pense que le plan de match pour M. Carney, c'est d'être dans le coup et de prendre son temps en se disant qu'il faut jouer l'horloge, dépenser peut-être une couple de milliards pour évaluer ce que serait ce fameux dôme doré. Ça serait un prix à payer pour continuer à avoir de bonnes relations commerciales avec les États-Unis et espérer que dans 3 ans et quelques mois, quand il y aura quelqu'un qui succédera à Trump, peut-être qu'il n'y aura plus cette obsession du dôme doré, que le Canada n'aura pas à dépenser autant d'argent que les Américains le voudraient. Bon. Est-ce que Israël se prépare à une attaque contre l'Iran? Ben, la question nous semble encore une fois probablement très éloignée par rapport à ce que sont nos intérêts, sinon que si ça devait arriver, ça serait un conflit qui pourrait embraser la région et peut-être davantage. Donald Trump qui négocie avec l'Iran, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'appétit. Il avait même l'air positif, non? Il me semble que Trump avait même l'air positif sur l'Iran. Dimanche, il disait dans les 48 heures, on devrait annoncer quelque chose d'important. On arrive au bout des 48 heures. Ça serait pas la première fois que Donald Trump annonce quelque chose qui se concrétise pas. Sinon qu'il est vrai qu'il y a des négociations après une absence de discussion directe entre les Iraniens et les Américains assez longue et particulièrement entre l'administration Trump qui avait cessé toute forme de négociation avec l'Iran et qui là cherche une entente sur le nucléaire iranien. On sait que les Iraniens ont commencé à enrichir de l'uranium. Quand enrichi à hauteur de 2-3%, c'est absolument compatible avec les besoins d'un programme civil de centrales nucléaires. Quand enrichi à 60-70%, le signal est très, très clair. C'est que tu veux une arme atomique. Il n'y a pas de doute que les Iraniens en veulent une. Tu parlais des Israéliens. Il y a eu apparemment une conversation, peut-être sous tension, entre Benjamin Netanyahou et le président Trump sur cette question parce que les Israéliens pensent qu'ils ont une fenêtre étroite pour attaquer et peut-être faire péter le système de recherche et de développement de la technologie nucléaire en Iran. Moi, j'ai de sérieux doutes. On parlait hier de ce que les Américains, avec tous leurs moyens, n'ont pas réussi à faire taire les Houthis. Est-ce que les Israéliens, et ils ont des vrais moyens, seraient capables d'écraser le programme nucléaire iranien? On s'entend que tout ce qui touche à ce programme est profondément enfoui sous la terre, justement parce que les Iraniens sont pas totalement caves, savent qu'ils sont vulnérables. Les Israéliens s'étaient attaqués à leur système de défense antiaérienne, disent on a encore une petite fenêtre pour passer. Je pense que c'est quelque chose que redoute très certainement le président des États-Unis, est-ce que les Israéliens pourraient faire le choix de les mettre devant le fait accompli? Parce que s'il y a ce fait accompli, si les Israéliens attaquent, comme ils l'ont déjà fait sur l'Irak et ailleurs, à l'époque où on redoutait des programmes nucléaires, est-ce que les Américains ensuite, en cas de riposte, de représailles iraniennes, vont être aux côtés des Israéliens? On imagine... Provocation, t'attaques le territoire, quelque chose de gravissime pour les Iraniens. Les Iraniens qui ont quelques missiles quand même, on se rappelle, ils ont réussi à percer le fameux dôme de fer, décident d'en envoyer plusieurs sur Israël. Est-ce que les Américains vont prévenir les Israéliens, vont essayer d'assurer leur défense dans un contexte de relations tendues peut-être, si les Israéliens décidaient d'aller tout seuls à la guerre? Et c'est pas la première fois que cette menace plane en passant. Les Israéliens le disent à répétition, mais c'est très, très, très sérieux. C'est le New York Times aujourd'hui qui a allumé un peu la chandelle là-dessus, parce que je crois que il leur tarde de faire quelque chose. Ils ont très peur des Iraniens. Si ça devait arriver, franchement, je t'assure que ça serait plus inquiétant que tout ce à quoi on a assisté depuis un certain temps en matière de dérape. Est-ce que les étrangers vont pouvoir continuer d'aller étudier aux États-Unis? Ce qui était le rêve dans beaucoup de pays du monde, là, être accepté. On dit Harvard, mais il y a d'autres grandes universités du Ivy League aux États-Unis. Là. C'est des dizaines de milliers d'étrangers parmi les plus brillants
jeunes hommes et jeunes femmes de la Terre qui vont aux États-Unis, rêvent d'étudier dans de grandes universités. C'était l'Eldorado en matière d'enseignement. Je te dis pas que les choses n'avaient pas changé au fil des dernières années. Ça a été souvent montré du doigt, des dérives dans la matière, dans la manière d'enseigner. Mais ça reste que ce sont les universités les plus riches et certainement aussi parmi les meilleures. Plus de 100 prix Nobel juste à Harvard qui ont été formés. Et là, le président de l'administration qui décide d'arrêter l'étude des dossiers de tous les étudiants étrangers qui ont ambition de venir aux États-Unis. On ne donne plus de visa d'études tant et aussi longtemps qu'on n'a pas été capable de vérifier ce que ils ont dit sur leurs réseaux sociaux. Pour un président qui se présentait aux élections, c'est pas la première fois que j'en parle, mais se présentait aux élections en disant « Je suis l'homme de la liberté d'expression. Il faut qu'on ait le droit de dire les vraies affaires. » Soudainement, il y a des paroles dites sur les réseaux sociaux qui seraient problématiques et assez pour empêcher la délivrance d'un visa. Donc, on fait pas plus seulement des vérifications de sécurité. Est-ce que dans ton pays, tu as déjà appartenu à des mouvements subversifs ou poseurs de bas? Si tu as écrit contre Trump sur tes réseaux sociaux... Par exemple, ça pourrait devenir un facteur. Alors, la vérité, parce que je connais le processus intimement, depuis 2019, on demande à tous ceux qui sont demandeurs d'un visa de donner les médias sociaux qu'ils utilisent, les plateformes qu'ils utilisent, probablement pour effectivement jeter un coup d'œil sur ce qui a été fait de ces réseaux sociaux, ce que c'était systématiquement enquêté par les autorités, j'en ai pas la moindre idée. Aujourd'hui, ce que disent les autorités, particulièrement Marco Rubio, le secrétaire d'État, c'est qu'on veut s'assurer d'avoir tout vu et lu ce que ceux qui sont étudiants et veulent venir chez nous auront dit, écrit, parce qu'il y a peut-être des points de vue avec lesquels on serait moins d'accord. C'est d'ailleurs en vertu de ça qu'on a arrêté des gens qui n'avaient rien commis d'illégal, sinon peut-être d'avoir manifesté, de s'être prononcé pour la cause palestinienne le printemps dernier. Et j'avais entendu Marco Rubio dire, si on avait su que cette personne aurait ce genre de propos, on lui aurait jamais délivré un visa. C'est vrai que tous les pays sont souverains. Quand tu donnes un visa, quand tu naturalises quelqu'un qui t'en fait un citoyen, quand tu lui donnes un droit de venir chez toi, quand tu lui donnes un droit de travailler, tu es souverain, tu peux choisir les conditions. Mais au pays du premier amendement, où la liberté d'expression est fondamentale à l'identité américaine, et pour un président qui en a fait un cheval de bataille pendant ses campagnes, je dis bien ces campagnes, cette idée de passer à la loupe la parole des uns et des autres, et tu le disais aussi, probablement que le fait d'avoir critiqué ou de critiquer l'administration deviendra problématique pour les jeunes hommes et femmes qui aspirent à aller étudier aux États-Unis. Parce qu'à travers le monde, il y en a pas mal de gens qui ont critiqué l'administration Trump au cours de la dernière année. Ça fait un gros bassin d'interdits. Mais comme on a critiqué l'administration Biden, comme on a critiqué, s'il fallait que ça soit une dérive raciste que de critiquer les présidents et les administrations américaines, probablement qu'une bonne partie de l'humanité serait jugée comme raciste. Et je te ferai remarquer que des fois, quand on critique les politiques de certains États, il est facile d'être associé à un acte de racisme. Je pense qu'il faut faire très attention. Il y a deux choses. Et dans ce cas-ci, je pense que c'est surtout la vanité du président. Hors de question de faire place à des étudiants qui auraient pour opinion que les politiques du président ne sont pas les bonnes. Je veux dire, des gens qui n'auraient pas constaté la grande valeur des politiques du plus grand président de tous les temps. Merci. Merci Stéphane. Bonne journée.